Bonjour à toutes et tous. On est ravis du coup de faire ce webinaire. Je m'appelle Alice Peretta, je travaille pour le Hub du Sud en tant que chargée de mission animation de réseau. Et du coup, j'anime régulièrement des webinaires pour le Hub du Sud. Et on est quatre personnes dans l'équipe du Hub. Justine Burki qui est avec nous aussi aujourd'hui, qui est coordinatrice des conseils numériques des Bouches-du-Rhône. Une coordinatrice. Bonjour Justine. Une coordinatrice des conseils numériques des Alpes d'Haute-Provence qui s'appelle Claire. Et on a également Sarah Rich, du coup, qui est chargée de mission également, plutôt sur la partie développement de l'association. Et aujourd'hui, on est là pour faire un webinaire sur le sujet du handicap et du numérique, et notamment comment mieux outiller les professionnels avec deux intervenants, du coup, et intervenantes qui sont avec nous. Je vais les laisser se présenter. Peut-être, du coup, les premières à intervenir, qui sont du coup Anne-Cécile et Charlotte. Bonjour tout le monde. Bonjour. On a une petite diapo de presse. Est-ce que c'est OK pour toi, Oui, pas. Alice, si on Oui. avance? Ouais. Description. Alors, hop, c'est parti. Tac. Donc, peut-être on revient en arrière sur le projet qu'on va vous présenter. Moi, je suis Anne-Cécile Couder et je travaille pour Emily Connect. Oui, Et c'est les poussifs. Vous cherchez les. Alors, je crois qu'il y a une personne qui a son micro qui n'est pas Voilà. coupé. Ah, pardon. Si vous pouvez vérifier pour vos micros. Hop. Et je te laisse la main, Anne-Cécile. Oui, et donc nous, on va vous parler donc, avec Charlotte d'un projet sur lequel nos deux assos, donc la Croix-Rouge française et Emmaüs Connect, ont travaillé concernant l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif. Donc, on va vous partager l'enquête de terrain qu'on a faite et puis les ressources, les outils qu'on a créés suite à cette enquête. Charlotte, si tu veux te présenter. Du coup, enchantée, moi Charlotte Benling, je travaille pour la Croix-Rouge française, je suis coordinatrice de projets d'inclusion numérique. Donc, je pilote différents projets, notamment donc, celui sur le handicap depuis fin 2023. Je suis également sur la partie animation de communauté de nos aidants numériques et de nos conseillers numériques, puisqu'on a 25 conseillers numériques à la Croix-Rouge notamment, et sur l'organisation, l'animation de formations, notamment à destination des bénévoles. Et je te laisse te présenter. Et donc, moi, je suis Anne-Cécile. Sur ce partenariat avec la Croix-Rouge française, j'ai été référente pédagogique. Donc, j'ai accompagné un concepteur pédagogique qui a travaillé sur la conception des ressources que je vais vous présenter aujourd'hui. Et sinon, moi, chez Emmaüs Connect, donc, je suis conceptrice pédagogique et référente pédagogique. J'anime également des formations. Et puis, globalement, je m'occupe voilà, de l'accompagnement pédagogique des professionnels sur la question de l'inclusion numérique, mais aussi linguistique, pardon, puisque j'étais formatrice en français langue étrangère pendant de nombreuses années. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je vous propose de vous présenter ce projet. Donc, un projet qui était en 4 phases. Je vais vous présenter et qui était soutenu par la NCT et la GFIP. La première phase de ce projet, en fait, c'était la réalisation et la rédaction d'une étude pour identifier les enjeux d'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Pour réaliser cette enquête dont Charlotte va vous parler un peu plus en détail, on a consulté des experts, des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes concernées. À l'issue de cette étude, donc on a conçu des modules pédagogiques en reprenant en fait les préconisations de cette enquête. Suite à ça, on a expérimenté tout ça via les conseils numériques animateurs, animatrices de la Croix-Rouge française et d'Emmaüs Connect. Et aujourd'hui, on arrive à la phase 4, qui est la diffusion des modules pédagogiques qu'on a créés, qui vont être publiés sur les bases. C'est en cours de publication. Et du coup, moi, je vais commencer par vous parler un peu de l'enquête et de ses principaux résultats. Peut-être pour commencer, si tu peux- Oui. peut-être pour commencer, on peut se poser la question de qui sont les personnes en situation de handicap, parce qu'on a commencé ce webinaire sur ce sujet. Alors, en France, on définit les personnes en situation de handicap, notamment grâce à la loi du 11 février 2005, qui a récemment fêté ses 20 ans, et qui présente une assez longue définition finalement de ce que c'est le handicap. Euh,
le cœur de ce texte, c'est surtout de dire que le handicap, c'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement. Et ça peut être ça peut être dû à différentes causes, que ce soit une altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc, vous le voyez dans cette définition, on a des types, des formes, des degrés de handicap qui sont très divers. Et en fait, ça fait qu'on a on a aussi des parcours personnels hétérogènes, puisqu'on a des personnes qui sont accompagnées en établissement, d'autres personnes qui sont en milieu ordinaire. On a tout un panel de personnes en situation de handicap. Et donc, ça a peut-être été la première question qu'on s'est posée lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, c'est de qui parle-t-on? Peut-être en deux chiffres avant, en France, il y a 12 millions de personnes de 15 ans et plus qui sont en situation de handicap et 140 000 personnes qui sont prises en charge dans des établissements spécialisés. Donc, dans le cadre de ce projet, on a essayé de resserrer un petit peu, de se dire, OK, on parle de qui sont les personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif qui sont accompagnées notamment par nos conseillers numériques et nos aidants numériques et qui donc étaient susceptibles pardon, par nos conseillers numériques qui les accompagnaient et qui pour cela avaient besoin de ressources pour mieux les accompagner. Donc, en interrogeant les gens, on a construit 3 personas. La première, c'est Léo, qui est accompagné en service d'accueil de jour, qui se débrouille plutôt bien sur le numérique, qui utilise son téléphone, qui a un ordinateur personnel, qui sait lire et écrire et qui aime aider les autres participants lors des ateliers, mais qui va parfois avoir des difficultés de compréhension ou de conceptualisation de certains concepts numériques. On peut avoir Basile qui travaille lui en ESAT, donc en établissement, il est travailleur en établissement spécialisé. Il utilise son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller sur Internet. Mais il a rencontré quelqu'un sur Snapchat qui lui a dit avoir besoin de 2 000 €. Il s'est fait arnaquer. Et il n'a pas su discerner, il a pas su discerner l'arnaque, mais il a pu ensuite aller voir les professionnels de l'ESAT pour remédier à la situation. Et enfin, on a Jeanne qui, elle, habite un foyer de vie, qui ne sait ni lire ni écrire, qui a des grandes difficultés de concentration, de mémorisation, d'abstraction, qui a du mal, du coup, même à faire le lien entre le mouvement de la souris et celui du curseur sur l'écran, qui a du mal à fixer son regard sur l'écran et qui n'utilise pas du tout le numérique en dehors des ateliers. Donc, vous voyez, on avait un panel de personnes très divers. Et ça, c'était des personnes types auxquelles pouvaient être confrontés nos conseillers numériques. Et donc, en fait, nous, nos conseillers numériques, ils sont venus nous voir en nous disant, OK, comment est-ce que je peux au mieux accompagner ces personnes? Donc, nous, on a essayé de creuser un peu le sujet et de se demander quel est le rapport au numérique des personnes en situation de handicap. On l'a d'abord vu comme un agent facilitateur du quotidien. Parce qu'en fait, le numérique peut être un outil d'accessibilité. Il permet parfois de compenser technologiquement le handicap, il permet de rendre accessibles des fonctions du quotidien, des activités du quotidien. Par exemple, pouvoir accéder à des consultations en ligne lorsqu'on a du mal à se déplacer. Et puis, la technologie, elle peut être capacitante puisqu'elle peut renforcer en fait les capacités, les capacités des personnes en permettant de dépasser des obstacles. L'exemple, nous, qui est revenu le plus souvent, c'est l'obstacle de la lecture et de l'écriture. Le fait de pouvoir avoir des contenus qui n'étaient pas seulement écrits, mais des vidéos, des audios, eh bien, permettait d'accéder à de nouvelles compétences. On a vu que l'outil le plus utilisé, c'était le smartphone, parce qu'il y avait des facilités d'accès et d'usage, et qu'il était principalement utilisé spontanément pour la communication et les loisirs, et aussi parfois pour des démarches du quotidien avec un accompagnement. Donc, par exemple, la mobilité, donc prendre les transports en commun, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Mais on a aussi vu que le numérique, ça pouvait être un obstacle à l'inclusion. Parce qu'on l'a dit, il peut compenser, il peut être un outil d'accessibilité, mais il peut aussi produire un surhandicap. Parce que l'informatique, il est souvent considéré comme validé, c'est-à-dire que les interfaces ne sont pas pensées pour un public en situation de handicap. Et nous, dans les publics qu'on a interrogés, la lecture-écriture présentait vraiment un problème, puisque la culture du numérique est avant tout quand même une culture de l'écrit. On sait aussi que
puisque les personnes en situation de handicap ont tendance à être plus précaires que la moyenne de la population. Il y avait également des difficultés d'accès, puisque l'équipement était coûteux. Et d'autant plus lorsqu'il fallait adapter l'équipement ou avoir un équipement spécifique en raison du handicap. Et enfin, en raison du parfois une dépendance à l'autre, parce que parfois pour utiliser le numérique ou pour accéder à de l'équipement, il fallait faire face d'abord à des mesures de protection, des tutelles, des curatelles, et du coup pouvoir notamment sur l'achat du matériel être en accord avec son tuteur, et également avec l'organisation du champ du handicap et les professionnels du handicap et du champ de l'inclusion numérique sur la façon d'accompagner et comment trouver une autonomie tout en étant dans l'accompagnement. Et enfin, la troisième chose qui a été identifiée, c'est que l'accès au numérique était rendu difficile pour les publics qu'on a interrogés, pour deux raisons principales, parce que il y avait des compétences qui étaient demandées pour utiliser le numérique. Il y avait un besoin constant de conceptualiser, d'abstraire, qu'il fallait avoir des capacités d'apprentissage, de mémorisation, de concentration, de communication, qui parfois étaient difficiles. Et ensuite, parce que ça sollicitait beaucoup de ressources cognitives, notamment le raisonnement, l'inhibition et l'abstraction. Mais également parce que le numérique contient aussi des codes, des conventions et des postures spécifiques, ce qu'on appelle la culture du numérique. Et en fait, on avait des publics qui souvent avaient une tendance à l'acquiescement, à l'impulsivité, à la crédulité, qui sont des caractéristiques qu'on retrouve assez souvent dans les personnes qui présentent une déficience intellectuelle et qui, du coup, dans le rapport aux autres, dans les réseaux sociaux, pouvaient poser problème. Une difficulté également à projeter le mensonge. Et puis, parfois aussi une autodépréciation, un manque de confiance en soi, qui, du coup, pouvait aussi avoir des effets sur la façon d'utiliser le numérique. Donc, au terme de toute cette enquête et de tous ces entretiens, on a identifié quatre grands besoins. Le premier besoin qui était de prévenir des risques du numérique. Les usages, ils existent déjà, notamment, on l'a dit, sur les réseaux sociaux, sur les loisirs, sur les applications de rencontres. Mais parfois, on s'est rendu compte qu'il y avait que les personnes interrogées avaient du mal, enfin ne connaissaient pas les risques ou avaient du mal à s'en prémunir. Le deuxième volet, c'était soutenir le chemin vers l'autonomie. Donc ça, c'était vraiment accompagner la maîtrise des compétences de base, comme on le fait pour toute personne qu'on accompagne, avec un focus vraiment sur l'autonomie et en se disant qu'il fallait adapter notre posture pédagogique pour pouvoir dépasser les difficultés que pouvaient rencontrer les personnes, notamment les difficultés d'apprentissage. Pour les personnes, en dernier point, il y avait la question de l'adaptation, de l'optimisation de l'équipement. Alors nous, on n'est pas allé nécessairement sur des aides techniques très spécifiques et des... Et des... Pardon? Il y a eu une petite interférence de son, mais c'est réglé. Tu peux Ah, continuer, pardon. Charlotte. Euh, Notamment, donc, on était plutôt sur l'adaptation de l'équipement, donc d'aller dans les paramètres d'accessibilité, de pouvoir avoir peut-être une ou deux applications qui permettaient de rendre plus accessible le numérique. Et enfin, le dernier besoin qu'on a vraiment identifié, c'est la formation des aidants. Euh, à la fois des aidants, des accompagnants du champ du handicap qui pouvaient être eux-mêmes en difficulté avec le numérique et accompagner les aidants numériques qui, eux, pouvaient avoir besoin d'être formés et accompagnés sur la posture pédagogique pour accompagner ces publics. De là, on a formulé 11 recommandations. Donc là, je vous présente les trois principaux axes des recommandations, mais vous retrouverez les 11 recommandations dans le support que vous recevrez ensuite. La première grande recommandation qu'on a, c'est de travailler l'inclusion via le numérique. L'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est un enjeu global qui est travaillé à plusieurs niveaux et avec tout un écosystème aussi de personnes, les personnes concernées les premières, mais également des professionnels du handicap et d'autres acteurs. Et donc, c'était de faire du numérique une brique dans cet accompagnement.
et vraiment de travailler ensemble pour travailler des compétences, notamment, je pense à la mobilité autonome. Comment est-ce que je suis capable de me déplacer seule en ville? Et ben, sur le numérique, ça peut prendre la forme de utiliser Maps, enfin, acheter son ticket de bus en ligne, etc. Le deuxième grand axe, c'était donner aux accompagnants les clés d'accompagnement. C'est former, sensibiliser, outiller les accompagnants pour qu'ils puissent accompagner ces publics au mieux, qu'ils puissent comprendre les situations des personnes, qu'ils puissent adapter leur posture pédagogique et puis qu'ils aient aussi les clés eux-mêmes du numérique pour pouvoir accompagner. Et enfin, c'est favoriser l'implication de toutes les parties prenantes. En premier lieu, et je ne peux que le répéter, c'est l'implication des personnes concernées. De bien être sûr de savoir ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles ont besoin de faire, euh, et ce qu'elles savent faire déjà et ce qu'elles veulent apprendre à faire. Euh, c'est également travailler sur la paire aidance. On a des super exemples dans notre réseau, nous, de personnes de travailleurs en ESAT qui ont été formés pour devenir eux-mêmes bénévoles et dans le numérique et qui font de la pérédance. C'est quelque chose qui marche super bien. Euh, et puis, travailler aussi le dialogue entre professionnels du handicap, professionnels de la médiation numérique, construire des ateliers ensemble, co-animer parfois, ou en tout cas au moins échanger pour pouvoir avoir des clés de lecture communes. Si vous voulez aller un peu plus loin sur cette enquête, parce que j'ai essayé d'être assez rapide, vous pouvez la retrouver sur les badges. Je vous ai mis un QR code, mais vous aurez aussi le lien. Cette enquête, elle est disponible en 3 formats. Le format carré que vous voyez en bas à droite, c'est la version synthétique, avec les grands chiffres, les grands enseignements. Vous avez une version un peu plus exhaustive, avec notamment une bibliographie complète à gauche. Et enfin, en haut à droite, vous avez une version en facile à lire et à comprendre, donc en FALC, qui a été travaillée avec un ESAT, parce que c'était essentiel pour nous que les personnes concernées, notamment, puissent avoir accès aux résultats de cette enquête qui les concerne. Et donc, voilà. Donc, cette enquête, vous pourrez la retrouver. Et suite à à cette première partie du projet, qui était l'enquête, on est allé sur la conception des outils. Et là, je vais laisser Anne-Cécile prendre la parole. Merci Charlotte. Moi, je vais vous présenter les propositions pédagogiques qui sont sorties des résultats de l'enquête qu'on a menée. Une première partie des outils qu'on a fait, ce sont des ateliers pour rendre accessible le numérique. Donc, on a une découverte d'outils comme un assistant vocal, un lecteur d'écran, un document pour passer de l'écrit à l'oral. Donc, tout un tas d'outils, enfin tout un tas, 4 outils qu'on peut proposer à ces bénéficiaires, aux personnes qui participent aux ateliers. Et en fait, comme disait Charlotte, l'idée, c'est pas du tout de se substituer au travail des ergothérapeutes, mais vraiment de proposer des outils que les personnes peuvent retrouver sur leur matériel, donc sur leur téléphone ou leur ordinateur, pour faciliter la navigation ou l'utilisation de certains outils, de certaines fonctionnalités. Donc là, je vous ai mis des exemples de fiches. Donc par exemple, prendre des photos de qualité avec son smartphone. Donc vous avez un petit exemple de trame et puis une fiche mémo qui va avec. On a fait aussi un jeu de Double. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu avec des cartes à associer pour travailler un petit peu sur le repérage des icônes sur son smartphone. Donc, l'idée, c'était vraiment de découvrir des outils pour faciliter l'utilisation de ces équipements numériques et donc accéder à plus d'autonomie, développer des compétences comme installer une appli. Donc ça peut être installer une appli pour, par exemple, un lecteur d'écran, mais ça peut être aussi installer une appli pour se déplacer, tout un tas d'applis que les personnes pourraient être amenées à installer en autonomie, prendre une photo de qualité, naviguer sur Internet, enfin tout un tas d'ateliers vraiment sur des applicatifs, en fait des fonctionnalités pour faciliter l'usage du numérique. On a une deuxième catégorie d'ateliers qu'on a créée parce qu'il y avait cette grande question qui était ressortie et que Charlotte a présentée, de comprendre les codes du numérique.
Tout ce qui était autour de l'usage des réseaux sociaux, de vraiment encadrer, expliquer et sécuriser. Donc, ce qui va être sur le cyberharcèlement, la protection des données personnelles, l'identité numérique, tout ce qui va être aussi autour de la cybermalveillance, donc les arnaques en ligne. euh, donc tous ces codes en fait autour du numérique. Et alors là, l'option qu'on a choisie, c'est d'aller plutôt sur des ateliers hors écran pour justement ne pas devoir mobiliser trop de ressources auprès des participants en même temps. Donc des jeux, des discussions, des vidéos autour de ces questions sur les codes du numérique. Vous avez, là, je vous ai mis des exemples. Donc, je connais les arnaques sur Internet, je peux parler, réagir face au cyberharcèlement. Là, vous avez un extrait d'un quiz suite à une vidéo sur le cyberharcèlement. Comment je fais une capture d'écran si j'ai vu une personne qui m'a harcelé, j'ai reçu des messages, comment je garde des traces de ça, comment je signale un contenu, comment je mets mon compte en privé pour éviter justement de subir du cyberharcèlement. Et donc tous ces ateliers-là, en fait, sont après, on peut les associer à des ateliers sur le numérique, le développement de compétences numériques pures. Donc d'aller, voilà, par exemple, faire une capture d'écran. Là, c'est comment je vais prendre ma souris, aller cliquer, aller sélectionner, enregistrer, etc. Donc, on a des ateliers d'échange et de discussion, et puis d'autres activités plus d'application et qui sont à chaque fois des activités adaptées euh, pour prendre en compte différentes difficultés que les participants pourraient rencontrer. L'idée aussi de ces ateliers, c'est de montrer, en fait, on ne peut pas être exhaustif. Donc, on a essayé pour chaque atelier d'aborder des méthodologies un peu différentes, des façons d'aborder les sujets différentes pour que lorsque vous serez amené à animer des ateliers ou à créer vos ateliers, vous ayez comme ça une petite ressourcerie de différentes façons voilà, d'envisager un atelier sur la question du numérique ou sur des compétences numériques. Donc ça fait le lien avec tous ces outils qu'on a proposés pour les accompagnants. Donc on a un guide pédagogique qui reprend justement tous ces conseils lors de la conception, comment adapter les ateliers, comment animer les ateliers. On a des fiches notions aussi pour appréhender les différentes thématiques, parce que parfois c'est pas évident, on doit parler de cyberharcèlement ou de cybermalveillance et soi-même, on n'a pas forcément tous les éléments en tête. Et puis, pour vous inspirer, on a aussi des propositions de parcours d'atelier où là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a assemblé les ressources qu'on a créées de manière à créer un parcours qui pourrait être éventuellement proposé lors de vos ateliers. Et donc là, ce que je vous ai mis comme exemple, on a une fiche notion pour l'animation autour des données personnelles. Et puis, on a fait une fiche aussi qui reprend les principales règles en FALC. Donc, euh, parmi les règles du FAL, il y a que ça doit être validé par une personne concernée. Mais si vous-même n'êtes pas concerné, vous pouvez malgré tout appliquer un certain nombre de règles pour créer des textes ou des supports qui ne soient pas FALC, mais qui soient clairs et accessibles. Et c'est déjà une super première étape. Et c'est des bonnes règles, je pense, à appliquer pour tout type d'accompagnement et tout type de public. Donc ces outils, vous allez pouvoir bientôt les trouver sur les bases. Nos collègues de la NCT sont en train de les mettre en ligne. C'est assez conséquent puisqu'il y a une soixantaine de fiches, ateliers et ressources qui sont réparties donc en plusieurs catégories donc, que je vous ai présentées tout à l'heure. Et dès que c'est disponible, on vous enverra le lien. Et notre dernier volet d'accompagnement, donc on a vraiment souligné cette importance d'aider les accompagnants. En fait, ce qu'on avait noté, c'est qu'on avait une communauté d'accompagnants numériques ou pas, mais qui se trouvaient démunis face à à l'animation d'ateliers ou quelle posture avoir ou quoi proposer. Donc, avec la Croix-Rouge française, on co-anime une formation de 2 jours
qui est donc à destination principalement des accompagnants numériques. Et donc, les objectifs que vous voyez, c'est identifier les enjeux de l'inclusion numérique pour une personne en situation de handicap intellectuel et ou cognitif, euh, comment déterminer une stratégie pédagogique adaptée, comment intégrer des normes d'accessibilité à son contenu pédagogique, et puis adapter sa posture. Et donc, moi, je vous ai mis des exemples. En fait, c'est une formation qui est vraiment basée sur la pédagogie active. Donc, c'est des études de cas, des activités en groupe pour réfléchir sur des supports, des cas pratiques. Et je vous ai même mis un retour des participants qui est très positif sur cette formation. Voilà. Euh, pour nous, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions. Charlotte, t'as rien. Merci à toutes les deux. Est-ce que des personnes ont des questions? Peut-être qu'ils ne l'avaient pas posé dans le chat. Sinon, on fera aussi un deuxième temps de questions à la fin et comme on n'est quand même pas trop nombreux, on pourra peut-être aussi avoir cet échange en direct si c'est OK pour vous. Je regarde dans le chat au cas où. A priori, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Peut-être que ça viendra après. Du coup, je propose à Guillaume d'enchaîner. Effectivement, du coup, Guillaume, je ne t'ai pas présenté, donc c'est l'occasion. Je n'ai pas montré le sommaire au début, donc n'hésite pas à te présenter également. Alors, il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que vous pourriez arrêter le partage, comme ça je le récupère? Oui, Super. c'est vrai que ça sera peut-être plus pratique. Super. Tac. Pardon, juste le temps de... Voilà. Tac. Alors, je vais me présenter tant que je trouve la bonne slide. Donc, je suis Guillaume Adiona, le directeur de l'association Ecom Provence. Donc, Ecom Provence, c'est une association qui est basée à Marseille, qui a une vocation régionale sur la région PACA. Et on est un centre ressources en aide technique numérique. Donc, on aura l'occasion un petit peu après de préciser ce que c'est. Et on a vocation à accompagner les usagers qui ont des besoins spécifiques pour qu'ils soient pleinement autonomes sur le numérique, mais aussi qu'ils se servent du numérique comme d'un levier vers leur autonomie dans leur pratique quotidienne. Donc pour ce faire, on a une équipe d'ergothérapeutes, de conseillers médiateurs numériques et d'anthropologues. Alors, conseiller numérique, je ne pense pas avoir besoin de vous le présenter. Anthropologue, je pense que ça va à peu près. Ergothérapeute, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc juste pour préciser, une ergothérapeute, c'est le ou la professionnelle de santé qui a vocation à adapter l'environnement ou rééduquer certaines pratiques de la personne pour qu'elle soit le plus autonome possible dans ses pratiques du quotidien. Donc nous, on fait interagir ces trois professions pour avoir une pratique holistique, donc c'est-à-dire une approche par tous les facteurs, pour faire en sorte que l'usager en situation de handicap puisse prendre son autonomie pleine et entière grâce au numérique et sur le numérique. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un outil en particulier qu'on a développé et qui est un MOOC. Donc un MOOC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une formation en ligne qui est en libre accès. C'est-à-dire, il n'y a pas de session de formation. Vous pouvez vous connecter quand vous voulez, à 4 heures du matin, samedi, il n'y a pas de problème. Il y a un contenu pédagogique à la fin, donc il y a une attestation de formation si vous passez un quiz de fin de parcours. Alors, juste avant de rentrer dans le vif de la présentation du MOOC, je vous propose un petit échauffement cérébral. Et on va voir si vous maîtrisez un petit peu ce que sont les aides techniques numériques. Donc, juste par sondage dans le chat. Alors, je précise que je ne vois pas le chat. Donc, Alice, je te laisserai me faire un petit compte-rendu. Je vous laisse mettre un smiley content si vous voyez à peu près ce qu'est ce truc. Et un smiley pas content si vraiment vous n'avez aucune idée de à quoi ça sert. On vous laisse 15 secondes. Alors pour l'instant, on a un smiley pas content. Moi, personnellement, je ne connais pas non plus cet outil-là. 3 smileys pas contents. 4. Parce qu'il y en a un qui a fait une réaction. Alors, Aucune idée. Donc je oui, précise que globalement, les gens ne connaissent pas. Ok, donc je précise que normalement, le petit smiley là qui est là, c'est juste pour cacher la marque, hein. Il n'y a pas ça sur la vraie technique. C'est un joystick, ce truc. Donc, vous voyez comme dans les manettes de jeux vidéo. Donc ça sert à bouger le curseur de la souris, en réalité. Et ce que vous voyez ici, là au milieu, c'est ce qu'on appelle une cupule. Donc c'est-à-dire c'est une petite surface ronde qui permet de poser son menton. Donc en posant votre menton là-dessus, vous pouvez bouger le joystick et donc bouger le curseur de la souris. Et sur le côté, vous voyez deux petites surfaces, ça permet de cliquer avec les joues. Donc vous pouvez cliquer, clic gauche, clic droit. Ensuite, cet outil, pareil. Petit sondage, smiley content si vous voyez ce que c'est, smiley pas content si vous avez très peur que je vous interroge pour savoir ce que c'est.
Alors là, pour l'instant, c'est pareil. Les personnes ne connaissent pas non plus cet outil. Ok. Alors, on peut le confondre avec une tablette pour seniors, avec des interfaces adaptées et un peu simplifiées. Mais c'est une tablette extrêmement classique. Ça peut être un iPad, ça peut être une Samsung, avec une coque renforcée pour éviter les chocs qu'on ajoute par-dessus. Et c'est un logiciel de communication qui est intégré, que vous pouvez voir là. Une communication via des pictogrammes. Donc, pour des personnes qui ont de gros troubles de la communication, qui ne sont pas en capacité de pouvoir parler normalement, eh bien, ils peuvent s'appuyer sur ces pictogrammes qu'ils indiquent à la personne en face d'elle pour pouvoir communiquer. Donc, par exemple, là, vous reconnaissez le symbole interdit ou je n'ai pas envie. Voilà, ça permet de dire non grossièrement, hein. Ça réclame un petit apprentissage. Et cet outil, pareil, petit sondage. Alors, je précise par avance, non, ce n'est pas un micro-casque. Est-ce que vous pouvez supposer ce que c'est? Alors pareil, là, pour l'instant, non. La plupart des personnes, du coup, ne savent pas non plus. Ok, alors celui-là, il est un peu plus technique que les autres. C'est une souris en soi. Parce qu'une souris, c'est pas forcément le truc que tout le monde utilise sur son petit tapis de souris. Ça peut être ça aussi. C'est un casque, hein, vous le posez sur vos oreilles. Et le petit truc que vous voyez là en blanc, donc c'est pas un micro, c'est un souffleur. Donc en fait, vous pouvez prendre le contrôle de votre curseur de souris en soufflant dans ce petit truc-là, dans le petit embout. Donc quand vous soufflez longtemps, vous pouvez déplacer le curseur. Si vous soufflez 2 fois rapidement, vous faites un clic droit. Si vous soufflez une fois, vous faites un clic gauche. Donc ça permet aux personnes qui n'ont plus de mobilité, y compris au niveau de la tête, de pouvoir prendre le contrôle de leur ordinateur. Donc tout ça, ce sont des aides techniques numériques, c'est-à-dire des outils spécifiques pour répondre à des adaptations et des besoins d'adaptation de certains usagers. Et du coup, dernière question, pareil, Smiley est content si ça vous est déjà arrivé, Smiley n'est pas content si ça ne vous est pas arrivé. Est-ce que vous pensez dans votre pratique de médiation numérique, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir travailler avec quelqu'un qui a besoin d'une aide technique, selon vous? Alors, on a une première réponse non. Deuxième réponse non plus. Non. A priori, pour l'instant, pas de... Alors, moi, je vous le dis de manière générale, vous l'avez tous fait, mais simplement, vous ne le savez pas. Voilà. Là, je vous ai présenté des aides techniques qui sont assez poussées. On n'en voit pas tous les jours hein, de ce type d'aide technique. On est sur des personnes qui sont lourdement paralysées, des personnes qui ont de gros troubles de la communication. Ce pas les personnes qui vont franchir la porte d'un espace de médiation numérique classiquement. Par contre, je pense que vous avez déjà quasiment tous confronté à quelqu'un qui ne voit pas très bien sur son écran et vous avez le réflexe de dire, bon, contrôle plus, j'agrandis un petit peu les caractères. Le fait d'agrandir les caractères, c'est une aide technique numérique. Vous allez modifier un paramètre pour adapter l'environnement numérique de la personne pour qu'elle puisse accéder au contenu de son écran. Donc, vous avez mis en place une pratique d'aide technique numérique. L'aide technique numérique, ça peut être un paramétrage, ça peut être un logiciel, ça peut être un objet en particulier. Alors évidemment, ce n'est pas forcément très connu. Assez classiquement, on voit le numérique comme un écran, un clavier, une souris, un smartphone, éventuellement une tablette. La réalité, c'est que le numérique, on peut y accéder par plein de portes différentes. Et nous, à Ecom Provence, on essaye de faire en sorte que ces portes différentes, elles passent dans le monde commun, qu'à peu près tout le monde puisse conscientiser que ça existe et savoir qu'on peut éventuellement s'en servir et avoir affaire à quelqu'un qui en a besoin. Voilà. D'où la création de notre MOOC, qui est trouvable sur ce site internet www.autonomie-numérique.fr. Je vous précise que pendant la présentation, je ne vais pas vous faire je vais pas vous présenter en direct le MOOC, donc je vous laisse vagabonder dessus si vous souhaitez le visiter en même temps que je vous le présente. Vous avez le petite image en dessous pour voir que vous n'êtes pas trompé de site. Donc l'objet de ce MOOC, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap vers leur pleine autonomie. Donc le MOOC est prévu pour les aidants numériques, les conseillers numériques, mais aussi les professionnels de santé. On va voir après pourquoi. Ça peut être intéressant pour des personnes directement concernées, mais il fallait choisir une posture quand on rédigeait le texte, hein, donc on a choisi celle de l'aidant. Euh, hop. Donc, il y a quoi dans ce MOOC? Je vous épargne la genèse du projet. On a fait un peu le même diagnostic qu'avec Emmaüs Connect et la Croix-Rouge. Donc, je ne vais pas revenir sur les raisons de pourquoi est-ce on a pensé que c'était intéressant d'en créer un. Dans ce MOOC, vous allez avoir 7 modules, plus une introduction. Je précise que l'introduction, c'est le seul bloc qui est obligatoire. Vous devez faire l'introduction, la valider, pour ensuite accéder aux autres modules.
Les autres modules, vous pourrez les faire dans le désordre, ça c'est peu importe, c'est selon vos choix. Les 7 modules sont classés par difficulté. On n'a pas voulu les classer par situation de handicap, parce que sinon ça crée beaucoup de redites, hein. Si on fait un module classiquement, voilà, le module pour les personnes non-voyantes, le module pour les personnes sourdes, ça ne marchait pas très bien. Donc on l'a fait par type de difficulté rencontrée, par exemple la personne qui n'est pas en capacité de s'installer devant son dispositif numérique. Et par dispositif numérique, j'entends écran, tablette, smartphone, ordinateur, jeux vidéo, etc. Il peut y avoir la difficulté de je ne perçois pas ce qu'il y a sur mon écran, parce que par exemple je ne peux pas voir. Voilà. Donc, ces 7 modules-là, on va y revenir un petit peu après sur le détail. Chaque module va du plus simple au plus complexe. Je précise, dans chaque module. C'est-à-dire le module 1 n'est pas plus compliqué que le module 7. Par contre, le début du module 1 est plus compliqué que la fin du module 1, à chaque fois. D'accord? On commence en entonnoir. C'est-à-dire on va démarrer par, typiquement pour les personnes malvoyantes, sur le module 3 qui va les concerner, on va démarrer par, bon, la personne a un petit trouble de vision, on peut agrandir les caractères, la personne est daltonienne, on peut changer avec des filtres de couleur, c'est relativement facile. Vous ne prenez pas de risque à mettre en place ce paramètre. Par contre, au fur et à mesure qu'on avance, on va atteindre des aides techniques qui sont beaucoup plus spécifiques. Et à ce moment-là, on vous indique dans le MOOC, c'est pas trop mal de faire appel à un professionnel de santé, on vous indique lequel, en général, même si parfois c'est un peu vague, on va y revenir après, mais on vous indique à ce moment-là, bon là, il faut travailler en binôme. Et dans ce MOOC, où il y a du contenu pour toute forme de handicap, on a quasiment traité toutes les difficultés. Il en manque une, c'est les troubles de mémoire. Peut-être que ça viendra un petit peu après. Mais en tout cas, vous avez toutes les formes de handicap possibles. Dans ce MOOC, vous allez avoir de vrais morceaux de vidéos pédagogiques. Donc, il y en a 15, qui d'une durée d'approximativement 4 minutes. Ce sont des vidéos vulgarisées par une comédienne professionnelle. L'idée de ces vidéos, c'est d'être des formes d'introduction de chaque MOOC, hein. Comme le MOOC va de quelque chose d'assez simple à quelque chose de beaucoup plus complexe, l'idée c'est que la vidéo puisse vous généraliser c'est quoi ces aides techniques, de quoi on va un petit peu préparler, avec un langage très simple. Vous avez aussi pas mal de vidéos techniques qui durent entre 10 et 20 secondes, et ces vidéos-là vont permettre de comprendre comment est-ce qu'on paramètre tel outil sur l'ordinateur, comment est-ce qu'on branche telle aide technique. C'est parfois plus simple de le voir en vidéo que de l'expliquer via du texte. Et dans ce MOOC, vous allez également avoir pas mal de comparateurs d'aides techniques. Donc tout à l'heure, je vous en ai montré 3, mais il faut savoir que ce sont des typologies d'aides techniques. Donc, par exemple, le joystick pour le menton, vous avez des startups, des créateurs d'entreprises, des autres entrepreneurs, etc., qui produisent ce type de contenu et qui le vendent. C'est un marché comme un autre. Donc nous, vous a proposé des tableaux dans ce MOOC qui permettent de voir les gammes de prix et de voir un petit peu les différentes options. Alors, c'est plus pour les pros de santé, on va pas se mentir, mais ça permet de voir que il n'y a pas qu'un seul outil possible pour chaque gamme. Pourquoi ce MOOC? Alors, pareil, je ne vais pas encore rentrer dans le détail, juste sachez que ça nous a été financé par l'ANCT via l'AMI outillage de la médiation numérique. Donc, dans le cadre du projet MATEC, MATEC ça veut dire Mouvement pour des aides techniques en commun. Ce projet, il était assez long, il a duré 2 ans, il était assez riche aussi. On a commencé par des showrooms un petit peu partout en région PACA. Donc les showrooms, c'était des présentations d'aides techniques, on faisait des démonstrations, il y avait des essais sur place avec des cas cliniques réels, donc des personnes en situation de handicap qui venaient directement pour tester les outils. Et au fil du temps, pendant les 2 ans, on a rencontré des conseils numériques, on a rencontré des professionnels de santé, et on a co-construit ensemble ce MOOC avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de créer un outil en commun entre 2 professions qui se connaissent à peu près, mais pas beaucoup. Donc les professionnels de santé, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ce sont ceux qui sont là pour accompagner l'usager en situation de handicap dans leur vie quotidienne, qui font un peu de numérique, et les médiateurs numériques, qui eux ont aussi un rôle à jouer, puisque apprendre à ouvrir sa boîte mail, etc., c'est pas le médecin, c'est pas l'ergothérapeute qui va le faire. Le problème, c'est que les acteurs de la santé, c'est pas évident, c'est un monde complexe. Quand vous accompagnez un jeune qui a un trouble 10, est-ce qu'il faut l'orienter vers une orthophoniste, une ergothérapeute, un médecin rééducateur, une infirmière? C'est pas si évident quand on est extérieur à ce monde-là. Et de la même manière, quand on est un acteur du monde de la santé ou autre, et qu'on veut taper à la porte de la médiation numérique, c'est pas simple du tout non plus. Parce qu'il y a du public, du parapublic, du privé, du payant, du gratuit, du collectif, de l'individuel. Selon les territoires, c'est très variable. Donc on a voulu créer cet outil en se disant, bon, euh, pour éviter les ruptures de parcours de certains usagers en situation de handicap, on l'a pensé comme étant quelque chose qui peut être transmis de l'un vers l'autre. C'est-à-dire, par exemple, si vous, en tant que médiateur numérique, vous accompagnez un usager et vous vous rendez compte que votre accompagnement, vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que dans le MOOC, on vous indique qu'il faut un professionnel de santé à ce moment-là,
ou que vous-même vous en rendez compte, eh bien, vous pouvez utiliser le MOOC en disant, bah voilà, je transfère vers un ergothérapeute ou un autre type de professionnel. J'en suis là, dans ma connaissance, à tel niveau du MOOC, essayez de prendre la suite. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour les médiateurs numériques, c'est parfois frustrant d'aller vers un professionnel de santé, de se rendre compte que le professionnel de santé ne maîtrise pas le sujet. Aujourd'hui, le numérique ne fait pas partie de leur parcours de formation initiale. Alors, une ergothérapeute, par exemple, c'est 3 ans de formation, ils ont une journée consacrée au numérique. C'est assez peu. Donc le MOOC permet pour elle ou pour lui de potentiellement prendre la suite sans rupture de parcours, sans avoir besoin d'orienter vers 3 ou 4 professionnels différents. Deuxième point, on a voulu créer un outil à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire des outils relativement simples d'accès. Ça existe déjà en partie, il y en a d'autres qui vont arriver. Euh, on a estimé que c'est très intéressant, c'est utile au quotidien, mais on a eu le besoin d'aller un poil plus loin que ça pour être plus opérationnel sur le terrain. Et de l'autre volet, vous avez des outils extrêmement complexes qui existent également, qui sont vraiment pour des professionnels experts du sujet, mais qui sont pas accessibles au commun des mortels. Donc l'idée du MOOC, c'est de partir de ce niveau assez simple, de ne pas reproduire l'existant, c'est-à-dire on vous invite à suivre le MOOC à partir du moment où vous êtes déjà un peu sensibilisé au handicap. Si vous n'êtes pas sensibilisé du tout, ça ne va pas être évident d'y rentrer. Et on peut vous accompagner jusqu'à du très complexe si vous souhaitez vous spécialiser sur ce type de public. Et enfin, on a voulu créer un outil déjà qui était gratuit et qui mixe 2 formes d'outils. Un wiki, donc le wiki, l'exemple type, c'est Wikipédia, une énorme encyclopédie dans laquelle vous pouvez picorer des informations en libre accès, et une vraie formation en e-learning, c'est-à-dire vous avez un parcours pédagogique avec une attestation de formation à la fin. Donc on a mixé les deux. Tout est en libre accès tout le temps. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers l'attestation de formation si cela ne vous intéresse pas. Vous pouvez juste picorer des informations quand c'est nécessaire et revenir plus tard sur le MOOC quand vous en aurez besoin. J'ai listé au passage les quelques soutiens, notamment financiers, sur le projet et dont le Hub du Sud, que je remercie aussi pour leur participation. Du coup, les modules, le contenu précis du MOOC. Donc, on l'a découpé en 3 parties, on va dire. Vous avez un premier module, module 1, qui est inclure l'usager en situation de handicap dans un atelier numérique, qui est assez introductif, qui évoque un peu la pédagogie, qui surtout oriente vers d'autres outils. Donc, par exemple, on va certainement orienter vers les outils de la Croix-Rouge et, euh, et d'Emmaüs Connect quand ils seront sortis. On vous invite aussi à vous poser les bonnes questions quand vous souhaitez proposer un atelier plus inclusif. On liste les acteurs sur votre territoire, les structures expertes du sujet que vous pourriez contacter si vous avez des questions. Et on liste également les figures d'intermédiation, c'est-à-dire les structures que vous pouvez contacter quand vous êtes un acteur de santé pour visualiser qui fait quoi sur le territoire en médiation numérique, donc notamment les hubs par exemple, et inversement côté profession de santé. Ensuite, on rentre dans 4 modules, le module 2, 3, 4 et 5, où là on est vraiment sur l'accessibilité numérique. C'est-à-dire les difficultés rencontrées par les usagers pour accéder à un dispositif numérique. Donc, dans le module 2, ça va être l'installation. Si une personne est trop petite, par exemple, et que vous avez une table extrêmement élevée, bon, elle est en situation de handicap, hein. Donc on voit comment est-ce qu'on peut ajuster cela. Module 3, vous allez avoir tout ce qui est contenu de l'écran, donc la visibilité du contenu sur l'écran. Le module 4, vous allez avoir tout ce qui est usage de la souris. Quand on ne peut pas utiliser une souris classique, qu'est-ce qui existe sur le marché, comment est-ce qu'on peut la remplacer? Et le module 5, tout ce qui est taper du texte, quand on ne peut pas forcément utiliser un clavier classique. Donc il faut des adaptations à ce clavier classique. Et les 2 derniers modules, module 6 et module 7, là on est sur l'adaptation du quotidien, c'est-à-dire comment est-ce que le numérique peut aider au quotidien la personne. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est notamment très utile pour aider à la lecture et la compréhension des textes, ainsi que pour faciliter la communication orale et écrite. Alors maintenant, quelques petits conseils d'utilisation de ce MOOC selon vos profils. Je précise qu'on ne met pas de jugement de valeur sur ces profils-là. Nous, on a vraiment conçu ce MOOC et maintenant, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir comme un one-shot ou une vraie formation professionnelle. Donc le one-shot, dans l'idée, c'est la personne qui sait maintenant que ce MOOC existe et se dit, bon, je ne rencontre pas ce public-là tous les jours. On n'a pas lancé de communication particulière sur les personnes en situation de handicap, mais je me dis, si un jour ça arrive, que quelqu'un tape à la porte et qu'il y a une personne en situation de handicap, j'irai sur ce MOOC pour chercher les informations. C'est possible. C'est possible notamment grâce au module 1, qui vous invitera à repérer les acteurs sur votre territoire, qui sont experts du sujet, qui pourront vous aider. C'est possible aussi en utilisant la fonction index, qui est sur le site, en bas de page et en haut de page. Vous avez index des handicaps.
Donc, si la personne vous dit, par exemple, je suis une personne à mobilité réduite, ben, vous pouvez cliquer sur l'onglet mobilité réduite et il va y avoir des pages de listées, un peu comme un wiki, pour vous permettre de trouver les informations pertinentes qui sont un peu éparpillées dans chaque module. Et du coup, il vous faudra cibler le contenu, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de fouiller dans la totalité des modules, hein. Vous allez cibler grâce à l'index les informations nécessaires pour pouvoir accueillir cette personne correctement. Le petit bémol, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil intermédiaire, de niveau intermédiaire. Donc avant, il faut au minimum avoir été sensibilisé au handicap, sinon vous allez être complètement perdu. Ça va être très compliqué pour vous de trouver les informations. Deuxième profil, on va appeler ça la surprise du chef, c'est-à-dire vous avez vu le MOOC, vous vous dites, j'ai pas forcément un temps infini à y consacrer, c'est pas grave, mais je vais quand même un peu creuser le sujet pour, si jamais la situation arrive, je sois un peu plus armé. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire les introductions de chaque module, lire l'introduction de base, hein, de toute façon, vous êtes obligé de le faire pour vous inscrire sur la suite, lire les intros, visionner les vidéos. Donc, comme dit tout à l'heure, les vidéos pédagogiques, c'est 1 heure de contenu, donc ça passe relativement vite, et de mémoriser l'approche un peu globale. C'est quoi une situation de handicap? C'est quoi l'accessibilité numérique de manière générale, etc. Les vidéos vont vous permettre d'incorporer un petit peu cette culture-là. Le petit défaut de cette approche, c'est que bon, ça demande un peu plus de temps évidemment que le one-shot, et ça peut se perdre sur la durée si vous ne pratiquez pas au fur et à mesure. Et le troisième profil type, c'est bah, la personne un peu couteau suisse qui veut se former. Donc sachez que, alors, les temps sont très variables, on commence à avoir un peu de data sur le nombre d'inscriptions. On a une centaine d'inscrits jusqu'à présent qui ont suivi le MOOC. On a des personnes qui ont fait le MOOC en entier en une journée. On en a d'autres qui ont besoin de 5 jours pour pouvoir y arriver. Donc on est sur une moyenne de 2,5 jours à peu près de contenu pour la personne qui veut avoir toutes les attestations. Donc c'est-à-dire 7 attestations par module. Et à la fin, l'attestation générale, une fois qu'on a fini tous ces modules, avec un quiz de 20 questions. Là, c'est voilà, un temps qui est assez conséquent quand même. Ça vous permet d'avoir des attestations que vous pouvez valoriser dans vos parcours professionnels. Le défaut, bon, évidemment, c'est que ça prend quand même vachement de temps, donc il faut pouvoir se le permettre. L'autre défaut, c'est un peu le même que la surprise du chef, hein, c'est que vous allez perdre si vous ne pratiquez pas. Donc moi, je vous conseille vraiment de suivre la totalité du MOOC, de prendre le temps de le faire. Si vous vous dites, on va avoir une politique volontariste, on va aller chercher le public en situation de handicap, on va contacter des établissements médico-sociaux pour créer des groupes, pour être sûr d'avoir ce public. Comme ça, en pratiquant, vous allez mémoriser. Pour finir, je vous remets le lien, donc www.autonomie-numérique.fr. Et pour aller plus loin, si vous le souhaitez, un MOOC, c'est bien, évidemment. On vous conseille à un moment donné de passer le cap de la formation professionnelle en live, c'est-à-dire en présentiel avec des professionnels. Ça vous permet notamment de tester les outils. Pour nous, c'est important dans notre pratique professionnelle et dans notre manière pédagogique. On pense qu'à un moment donné, vous devez pouvoir utiliser ce type de joystick, utiliser des tablettes de communication. Ça permet de vraiment concrétiser dans vos esprits à quoi ça sert, dans quelle situation. Et pour ça, on est plusieurs acteurs à niveau national à pouvoir le proposer. Donc sur le site prochainement, il y aura une gamme pour aller plus loin avec une liste de formations professionnelles. Alors, ça ne couvre pas tout le territoire français, mais on essaye d'être assez large. Donc le TEP Club avec nous qui est dans les Hauts-de-France, Coworkit qui est en Bretagne, la Fondation de Garches qui est en Île-de-France et nous en région PACA. On vous proposera bientôt ce type de contenu entre 1 à 3 jours selon vos besoins. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver très prochainement sur ce MOOC et je vous écoute pour vos questions, si vous en avez. Merci Guillaume. Effectivement, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que même certaines personnes souhaitent prendre la parole vous pouvez aussi, ça peut être aussi un temps de retour d'expérience et d'échange du coup avec nos intervenants qui peuvent peut-être vous répondre sur ça. N'hésitez pas en tout cas si jamais vous voulez prendre la parole. Vous pouvez réactiver les micros. Je vous donne l'autorisation. Vous posez la question dans le chat aussi si jamais vous n'avez pas de micro. Bonjour, Bonjour. je suis Audifax Mpossa, c'est moi. Audifax Mpossa, conseiller numérique à Villiers-sur-Marne pour le compte de l'EPT Paris-Est, Marne-Bois. Alors, moi, je suis très content de ce webinaire parce que ça répond à un gros besoin pour moi. J'ai pris le poste au mois de juin dernier, en 2024. Donc, mais j'ai été confronté justement à cette problématique où j'ai deux personnes en situation de handicap qui sont sur des fauteuils. Et donc, j'ai été content que Guillaume m'ait parlé de l'ergo, je suis pas sûr de redire le mot,
Ergothérapeute. le- l'ergothérapeute, parce que moi, au-delà de la problématique des logiciels ou des outils, à proprement dit, j'ai été confronté aussi à cette problématique des tables de nos bureaux qui sont figées, qui ne peuvent pas prendre la hauteur pour que le fauteuil roulant électrique puisse entrer totalement sous le bureau afin que la personne qui ne peut pas bouger, qui n'est pas très mobile avec ses mains, puisse avoir accès à la tablette. Et donc, j'ai été obligé à un moment donné d'arrêter d'accompagner cette personne pour le moment. Et je me suis mis donc à poser des questions autour de moi, auprès d'autres conseillers numériques, s'ils avaient des solutions. Il y en a qui m'ont proposé des logiciels, mais c'était pas toujours très adapté. Et ce que je vois ici sur ce MOOC est vraiment très utile pour le problème auquel je suis confronté. Ah, Donc, merci je voulais vous dire merci. pour le retour. Et donc, pour vous répondre là directement, effectivement, il y a des tables qui existent, hein, qui sont ajustables en taille. Alors, vous avez ce genre de manivelle et vous pouvez rehausser la hauteur, mais ça a un coût d'investissement qui n'est pas forcément négligeable. Tout ce qui est outil ergonomique, malheureusement, coûte assez cher. Et dans ce MOOC, notamment dans le module 1, on précise comment est-ce qu'on peut obtenir des aides pour acheter ce type d'aide Ah, technique. Ça ne fait pas de ok. miracle, hein. Très clairement, Mm, notamment enfin, les acteurs de la médiation numérique, malheureusement, ont peu accès à ces aides, mais ça peut arriver selon les territoires. exactement. J'en ai discuté avec mon coordonnateur. Justement, j'étais en train de j'avais rédigé une fiche là-dessus. Bah, effectivement, il se pose ce problème de coût, mais le projet reste valable d'actualité. Merci pour ce retour. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Et merci aussi pour les retours dans le chat, des personnes qui ont répondu du coup. Si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer un peu plus tôt ou d'autres échanges en tout cas. Et sachez que du coup, au Web du Sud, on fait des webinaires à peu près une fois par mois. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion d'en suivre avec nous. Et l'objectif, c'est vraiment justement de mettre en avant des intervenants qui s'engagent dans l'inclusion numérique et qui font des choses et de partager un maximum de ressources et d'informations à ce sujet-là. Donc, voilà, n'hésitez pas en tout cas à suivre du coup. On a une page LinkedIn et aussi une newsletter régionale où on essaie de partager un maximum de ressources. Et aussi, du coup, les prochains webinaires, a priori, le prochain serait sur la thématique de la sobriété numérique et du numérique responsable ou autour du reconditionnement de matériel informatique, qui est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment au web. Merci beaucoup, du coup, aux intervenants d'être venus là et puis d'avoir partagé tout ça. C'était hyper intéressant. Moi-même, j'apprends à chaque fois quand j'anime les webinaires, donc c'est toujours chouette. Et puis, je vous souhaite à toutes et toutes une bonne journée et je vais couper Ah, merci Alice. l'enregistrement aussi.